Donc on va démarrer. L'idée c'est que c'est donc très bienveillant, c'est cool, il n'y a aucun sujet, c'est pas en direct, donc s'il y a vraiment un truc qu'il faut reprendre, on reprend, mais l'idée c'est plutôt de se laisser aller. J'imagine que tu as fait la blinde de podcast, tu vois comment ça se passe. Pas fait tant que ça. Pas tant que ça. Non. Ah ouais. Ok. Championne du monde et balle de pioche, podcast biathlon. Balle de pioche, c'est drôle. Ouais. Donc que 2. Ok. Et un podcast de course à pied quand même. Classe. Ouais. J'ai l'air de mon panel quoi. Ouais, franchement. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Et bien allons-y, un petit clap. Bonjour Julia. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Je suis ravi de te recevoir. C'est toujours chouette d'avoir des profils un peu différents de ceux que j'ai l'habitude de recevoir dans le podcast. Donc merci de ta confiance. On va passer un très bon moment, j'en suis certain. On est réunis aujourd'hui à Chamonix puisque tu prends le départ ce samedi du format 10 km dans le cadre du marathon du Mont Blanc. Première question pour toi, un peu classique du podcast. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? Très bien, ça va. Tu peux mettre des virgules. Ça va très bien. 10, on s'en au top du 10, coup 10, on est au max, ouais. Ouais, 9 du coup. Pas mal. Ouais, je me laisse toujours une petite marge au cas où. Donc je te reposerai peut-être la question à la fin du podcast. Il faut que tu sois au moins à 9,1 pour que j'ai réussi ma mission, qu'on Parfait. passe un bon moment. Je l'ai dit, cet épisode, on l'enregistre aujourd'hui le 27 juin, qui est la date de la première publication par Bloomsbury Publishing du premier tome du livre Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Je ne sais pas si tu as lu ou pas Harry Potter. Les 7 épisodes sont vendus à plus de 600 millions d'exemplaires, donc c'est un succès planétaire comme chacun sait. Est-ce que tu sais combien d'exemplaires ont été mis en place la première fois, ont été tirés avant que ça devienne 600 millions ? Aucune idée. Je suis pas une grande fan d'Harry Potter. Là, je vais peut-être me mettre des auditeurs à dos, mais je suis pas une grande fan d'Harry Potter. J'ai lu aucun Harry Potter. Non plus. 5000 exemplaires, tu vois. C'est devenu 600 millions. C'est pas mal. Pour la petite histoire, donc J.K. Rowling, elle a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs. Elle a été retoquée 12 fois. Ça a marché la 13e fois. C'est quand, toi, la dernière fois que tu as dû essayer de faire quelque chose au moins 12 fois avant d'y arriver la 13e fois ? C'est il n'y a pas si longtemps, c'est la recherche de partenaires. Okay. On se fait toquer souvent, justement. Ça peut être plus que 13 fois, même, j'imagine. Exactement. Donc, non, il faut persévérer et trouver la bonne personne. C'est toi qui t'en charges ou t'es accompagné là-dedans ? Je m'en chargeais jusqu'à maintenant. Et puis là, je me suis fait accompagner parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, comme ça, ça me permet aussi, moi, gagner du temps. Et surtout, quand les partenaires que j'ai déjà, d'assurer une forme aussi de bon relationnel où ils ont quelque chose à me demander en urgence quand je suis en saison, que je peux pas répondre tout de suite, ils passent par mon agence, c'est plus rapide. Donc maintenant je grandis un petit peu. Tout le monde y gagne, voilà. C'est bien. Tu arrives tout fraîchement d'un stage à Tignes, est-ce que c'était bien, les conditions étaient plutôt bien, on peut le dire, non ? Ouais, c'était super. Miraculeuse. Ouais, franchement, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas vu des conditions de ski comme ça. Et c'est la première année que je montais à Tignes skier sur le glacier, donc j'ai très bien choisi mon année, c'était super. C'est toi le porte-bonheur, la patte de lapin ? Non, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas, j'ai bien profité des bonnes conditions d'enneigement. On verra si la course de samedi est sous le soleil, ce qui n'est pas trop le cas, j'ai l'impression. Moi, j'ai bon espoir quand même. Okay. J'ai bon c'est espoir, important. Ouais, il faut être de toute façon, il fait positif. trop chaud. Ils annoncent de la pluie aussi dimanche. Moi, je cours dimanche. Je serais bien content qu'il pleuve un petit peu. Voilà. Ça m'ira bien. Ça faisait longtemps. Julia, il y a une question autre, classique, de début de podcast. Je te demandais de te présenter, mais tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi sans parler de sport à ce stade ? Sans parler de sport, je m'appelle Julia Simon, j'ai 27 ans. J'ai grandi dans le Beaufortin, fille de parents agriculteurs. J'ai eu la chance de grandir face aux saisies, à la station des saisies pendant mes étés. Parce que mes parents, comme sont agriculteurs, on était en alpage. Et sinon, j'ai pratique forcément... Non, j'ai pas le droit de parler de sport. Bip. Non, passion, moi j'en connais au moins une. Voilà, ouais, je pratique la menuiserie, le travail du bois. J'ai fait des études, j'ai eu un bac STMG et après j'ai fait des études de menuiserie avec un CAP. C'est quelque chose qui me passionne et j'aimerais continuer là-dedans par la suite et reprendre des études d'ébénisterie. MG, c'est quoi ? STMG. Et le MG, c'est MG... c'est menuiserie ? Non, là ça c'était un bac vraiment général okay. Avec management, gestion, marketing, tout ça en fait, et aucun rapport. Et justement, je voulais quelque chose qui me passionne. Et du coup, je suis partie dans le travail du bois. Je me suis dit, allez, tentons la chose, ça m'intéresse, donc si elle ne sera pas perdue. On va remonter un petit peu le temps ensemble. C'était quoi tes bonheurs d'enfant dans ton quotidien ? Qu'est-ce que tu as comme souvenir aujourd'hui de toi, enfant, et de ce que tu prenais plaisir à vivre ? J'ai le droit de parler de sport maintenant ? Là, on peut, pardon, on ouvre les vannes. Let's go. Ouais. Moi, je prenais plaisir quand j'étais en pleine nature avec mes parents, surtout avec mon papa qui m'emmenait souvent dehors pour l'aider aussi au travail avec les vaches, tout ça.
Et les super souvenirs que j'ai, c'est les week-ends en famille avec mes sœurs et mes parents. On allait se balader en montagne. Voilà, c'est jouer avec les copains aussi. C'est des trucs d'enfants, quoi. C'était sympa. L'école, c'était un plaisir ou pas trop? Non, c'était pas un plaisir du tout. D'accord. C'était une torture. Dyslexique, donc des grands moments de difficulté quand il a fallu apprendre à lire. La première de la famille, donc ma mère, elle s'est dit est-ce que c'est normal que ce soit aussi difficile que ça? Non, Ça a été diagnostiqué vite? Non, assez tard. J'ai beaucoup travaillé, donc on compensait en fait, et ça a été diagnostiqué en CM1. Il y a eu quand même des moments difficiles, mais... Ça peut se corriger ou évoluer? Ouais, ça se corrige. Je pense que moi, ça dépend après du degré, mais moi, j'ai quand même mon esprit de compétition dans la vie aussi, et j'aime pas quand j'arrive pas à faire quelque chose. Du coup, j'ai beaucoup lu, beaucoup fait d'orthophoniste, et ça va mieux, ça va mieux. Maintenant, je stresse un peu moins quand je dois parler, lire à voix haute et parler devant du monde, donc ça va. Ça t'énerve quand ça marche pas? C'est ça le sentiment que ça procure? Ouais, ça m'énerve quand ça marche pas. Quand je dois écrire quelque chose que je me relis après, je me dis mais comment c'est possible de faire des si grosses fautes? Donc ça m'énerve, et c'est le petit côté perfectionniste. Ta passion pour le bois et puis le travail du bois là, dont tu as parlé tout à l'heure, elle est issue de ça aussi, de cette jeunesse que tu as passée dehors, tu penses? Je sais pas trop. C'est vrai que mes grands-parents et mes parents me disaient c'est vrai que tu as toujours aimé faire quelque chose de tes mains. Bricoler, j'avais besoin de bouger en fait, et je crois que il y a personne dans ma famille vraiment qui est menuisier ou ébéniste, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve ça très bien. C'est un super beau métier, c'est noble, c'est transformer une matière première. Enfin, c'est super, le bois, c'est génial, c'est vivant en plus, et j'adore ça. Donc je pense que mon rapport à la nature a fait beaucoup aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le sport? À quel moment le ski a trouvé sa place, le ski alpin puis le ski de fond dans ta vie? Ouais, ça a été assez rapide. Mon père, en plus d'être agriculteur, il est pisteur secouriste aussi l'hiver. Donc ils m'ont très rapidement mis sur des skis. J'ai commencé en ski alpin du coup, et j'ai bien aimé, mais c'était pas. J'ai préféré le ski de fond quand on a fait du ski de fond à l'école, et qu'après j'ai eu la chance d'essayer le ski de fond. J'étais tout de suite plus accro à ce côté mouvement. C'était jeu aussi, c'était tout le temps en mouvement. Quand le ski alpin, il fallait attendre sur le télésiège, je m'ennuyais. Donc on était tout le temps en mouvement, on faisait des jeux, on était en pleine nature. Et j'ai accroché avec ça, donc j'ai attaqué le ski alpin à 2-3 ans, et après le ski de fond aux alentours de 7-8 ans, et après j'ai fait du ski de fond vraiment à temps plein quand je suis passée en 6e. Donc ça va vite quand même. Là, tu étais jeune à ce moment-là quand tu as découvert le ski de fond, mais là tu parlais d'être dans le mouvement, dans l'action. Est-ce que tu avais déjà cette notion aussi d'observation, d'apprécier ce qui se passait autour de toi, tu vois, de façon un peu plus contemplative, ou est-ce que c'était vraiment plus ce côté ludique, jouer, se dépasser physiquement, à son échelle à cet âge-là, mais se rentrer un petit peu dedans en tout cas, je pense qu'il y avait le goût de l'effort quand même déjà qui était là. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi le côté où on était plus dans le jeu. Le ski alpin, on était tout de suite plus dans la performance. Et c'est vrai que je crois que j'aimais quand même bien le côté, on faisait des éperviers, des choses comme ça. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais c'était des super jeux pour nous apprendre l'équilibre, ce genre de choses. Et je trouvais ça génial. Il n'y avait pas de monotonie. C'était tout le temps quelque chose de nouveau. Et en fait, on avait un super groupe de potes, et on a fini tous au ski de fond parce que c'était bien, on s'entendait bien, et on rigolait bien. Et ça a continué pendant des années. Donc vraiment, je me dis... ça peut basculer, ça peut devenir à pas grand-chose quand même, une carrière. C'est sûr. Tu as découvert le biathlon assez tard finalement, à l'adolescence. Ouais. C'est une discipline à laquelle tu t'es pas intéressé, ou que tu regardais de loin, ou qu'est-ce qui a fait que tu es venu à ce moment-là? À l'époque, Raphaël Poiret était ambassadeur de la station des saisies, donc je regardais le biathlon à la télé, je regardais, mais en fait, le biathlon, c'est une arme, donc c'était dangereux. Enfin, c'est toujours dangereux, c'est dangereux, il faut faire attention. Maintenant, c'est vrai que nous, on a tendance à plus forcément le voir comme une arme, mais comme un outil de travail. Donc, il faut grandir, il faut commencer à être responsable avant de pouvoir essayer le biathlon. Donc, on a commencé assez tard, c'est vrai, à l'époque, à faire du tir à 10 mètres, donc à carabine à plomb. On peut commencer à quel âge? Maintenant, ils commencent très jeunes. Maintenant, ils commencent en 6e. Ils commencent déjà, les enfants, ça va vite. Nous, on a commencé, même avant la 6e, il y en a, ils touchent déjà les carabines. Nous, on a commencé le tir à plomb aux alentours de la 5e, 6e, 5e. Donc maintenant, ils ont déjà les vraies armes dans les mains à cet âge-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a derrière, ça a rajouté un côté vraiment très, très ludique, un côté challenge aussi, parce que le biathlon, c'est le ski de fond, où il faut être ultra rapide et mettre de l'énergie et de la force au calme du tir, tout de suite passer d'un cœur à 200 à le calmer, tout ça. Donc un très gros challenge, surtout pour mon état d'esprit et mon comportement un petit peu électrique
et tout ça. Est-ce que tu as très vite formulé des ambitions? Est-ce que tu t'es pris au jeu, on a compris que tu avais cet aspect performance qui était un important driver dans ta vie. Est-ce que assez vite tu as formulé des ambitions, tu as pu mesurer certaines formes de talent, en tout cas où on a envie de beaucoup travailler, de te développer et puis d'avoir des succès? Je pense que dans le sport en général, en fait, j'aimais beaucoup le sport en général et le ski surtout, donc le ski de fond. Et après, ça a été le biathlon, mais ça a été un choix très, très, très dur pour moi entre le ski de fond et le biathlon. J'ai mis du temps à choisir. Ça m'a permis de m'affirmer, en fait, de trouver ma place, le sport. Donc, j'ai tout de suite eu des ambitions à me dire, ouais, en fait, j'aime ça, je veux aller au bout de l'histoire, on verra où ça me mène, mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer de faire du sport de haut niveau. Et j'ai eu de la chance que mes parents m'aient toujours soutenu à me dire, tu fais ce que tu veux, si tu veux faire des études, tu feras des études, si tu veux faire du sport, tu fais du sport, si tu veux faire les deux, tu fais les deux. Voilà, j'ai eu de la chance d'être soutenu dans mes projets, dans mes choix. À quel moment tu as le sentiment que ça pouvait devenir réaliste, cette aspiration? Est-ce qu'il y a un moment un peu clé où tu mesures ton potentiel, où on te fait sentir que on va te mettre dans les meilleures dispositions pour te développer et t'accompagner vers le haut niveau? Ouais, je pense qu'il y a des moments clés. Après, il y a différents moments clés dans une carrière, mais le premier a été quand on est en troisième et qu'on postule pour les lycées. J'avais postulé pour l'époque, c'était les pôles espoirs à Moutier pour le ski études, et j'ai postulé et j'ai été prise. Et je pense que c'est ça qui m'a fait dire, ok, maintenant je sortais d'une année compliquée avec des blessures. Je me suis dit, là, on me fait confiance quand même, on me donne ma chance, il faut que j'y aille à 100% et peut-être que ça amènera des belles choses. Je pense que ça a été le premier tournant, le premier moment où je me suis dit, ouais, en fait, je peux faire du ski à haut niveau. On rêve jusqu'où à ce moment-là? Est-ce qu'on veut être championne du monde? Est-ce qu'on veut gagner un gros globe? Qu'est-ce qu'on formule? Est-ce qu'on est par étapes et c'est déjà... Ah, on est par étapes, je pense, mais... Le rêve de petite fille est toujours présent. Voilà, moi, je pense que j'ai toujours... les Jeux Olympiques m'ont fait rêver. Quand j'étais gamine, ça me fait toujours rêver. Le gros globe de cristal est quelque chose qui est venu en fait avec le temps, où je me suis rendu compte, où j'ai pratiqué, où je me suis rendu compte de l'exigence du biathlon, que je me suis rendu compte de la pression médiatique aussi, de tout ça. Et je me dis, waouh, c'est un truc de dingue. C'est quelque chose que j'aimerais réaliser. Donc, il y a eu le titre de championne du monde, il y a eu le globe. En fait, ça a été des rêves déjà que j'ai commencé à cocher de plus en plus et qui, je me dis, ouais, c'est assez fou. C'est vrai que j'ai jamais trop pris de recul en fait. Quand on est sportif, on a un peu tête dans le guidon. Allez, la prochaine étape. C'est vrai que là, ça me fait réfléchir, de me dire que ouais, je pense que la petite Julia Simon de 6 ans serait très, très heureuse d'où elle est. Ouais. Fière d'elle. Ouais, fière d'elle, ouais, je pense. Je fais un petit saut dans le temps avant de rembobiner. Une fois qu'on a ce gros globe, une fois qu'on est championne du monde et qu'on a réalisé ça, est-ce que c'est facile de se remobiliser? Est-ce qu'il faut aller chercher d'autres rêves? Est-ce que l'objet là, c'est de préserver ce qu'on a durement acquis? Ouais, c'est facile de se remobiliser parce que en fait, je peux pas dire que c'est facile d'arriver au top parce que c'est pas vrai, c'est pas facile, c'est semé d'embûches. Mais en tout cas, on a envie d'y rester parce qu'on sait que c'est très très dur de rester au haut niveau. Et c'est là en fait le gros challenge, c'est là que ça commence presque. C'est dire les journalistes nous attendent, donc il faudrait répondre à la pression. Moi, la pression aussi que je me mets, les attentes que je me mets, l'entourage. Et en fait, j'adore, c'est ultra stimulant de se dire est-ce que je vais réussir à relever un peu tout ça, tous ces défis. Donc toi, tu le reçois positivement, cette pression externe et que tu te mets toi-même? Parce qu'en fait, on va pas m'enlever ce que j'ai fait, mes performances, je les ai faites, je les ai réussies. Je vais pas, elles vont pas disparaître, elles ont été faites. Donc en fait, maintenant, c'est confirmer, c'est de voir jusqu'où je peux aller et trouver, voir où sont les limites, quoi. Comment est-ce que tu gères une déception ou une contre-performance? Est-ce que c'est quelque chose que tu te traînes un petit moment ou tu évacues très vite le sujet et tu te projettes sur le coup d'après? Ça dépend le degré de contre-performance, ça dépend de l'événement. Si c'est une Coupe du Monde, forcément ça fait mal. Ce que j'aime pas, c'est passer la ligne d'arrivée et me dire là j'ai fait une erreur que j'aurais pas dû faire et je m'en veux et je m'en veux. Je préfère faire des erreurs et me dire là ok, t'as mis trop d'engagement, apprendre de ces erreurs-là. Et je déteste faire 2 fois la même erreur, même si en biathlon il y en a souvent, on fait souvent la même erreur. Mais je pense que j'ai tendance à vite rebondir. C'est important dans un sport où on court beaucoup l'hiver, on enchaîne beaucoup. Il faut savoir rebondir. Par contre, forcément, il y a des échecs qui font plus mal que d'autres. Se foirer aux Jeux Olympiques, ça fait bien plus mal que se foirer sur une étape de Coupe du Monde. Avec le recul, je me dis qu'il y a aussi des moments où ça nous apprend. Ça m'a permis de me construire. Il y a des moments où ça nous apprend un petit peu la vie. Quand tu étais plus jeune et puis encore aujourd'hui, est-ce que l'équipe de France, pour toi, c'est l'accomplissement ultime? Comment tu positionnes ta réussite en équipe de France?
versus toi, ta propre trajectoire en individuel? C'est simple, sans l'équipe de France, je ne pourrais pas performer comme je le fais là. C'est un cadre de travail, c'est une équipe qui bosse pour nous, pour nous amener à la performance. Nous, les athlètes, on est mis dans un petit cocon, on s'occupe de nous pour nous gérer nos avions, nos hôtels. Donc ça enlève une énorme pression logistique, on est vraiment choyés. Et après, ça permet aussi d'avoir ce côté émulation de l'équipe, surtout actuellement, on a une équipe féminine vraiment très très forte. Donc en fait, on se pousse tout le temps vers le haut, on s'entraîne avec les meilleures mondiales. Je dois beaucoup à l'équipe de France et je pense que je vis aussi des très beaux moments. Les relais, c'est des moments c'est un sport individuel, mais qui se construit quand même en équipe. Et j'ai vécu à l'époque, je pense, les plus beaux moments en relais. C'est des courses qui m'ont construite et qui m'ont permis d'arriver ici aujourd'hui. Et au cœur de ce projet, donc l'équipe de France, on a compris qu'il était central pour toi. Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est l'objectif absolu? Ouais, là, je pense que ça va commencer à le devenir, l'objectif absolu. Après, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, les Jeux Olympiques, c'est génial, c'est un moment de dingue. Et c'est surtout aussi le côté populaire. Tout le monde regarde les Jeux Olympiques, c'est ce côté-là aussi qui fait rêver. Je pense qu'il y a une émotion, enfin des émotions même complètement différentes que de gagner un gros globe de cristal, où là c'est une pression constante de toute la saison. Et c'est vrai que j'aimerais bien sentir l'émotion des Jeux Olympiques et savoir où est-ce que ça se situe par rapport à une saison sous pression complète. Mais en tout cas, les Jeux Olympiques que j'ai eu la chance de faire en 2022, où j'ai eu la chance de remporter une médaille avec le relais mixte. C'était vraiment des très très belles émotions et c'était déjà un très très beau rêve de réaliser. Donc je me laisse rêver pour la suite. Il y a encore un petit peu de temps pour continuer à ça construire. Vite. Ouais. Ça oui, vite. c'est vrai, un peu moins de 2 ans. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure? Il y a un cadre fédéral là, dont on a un peu parlé. À titre toi individuel, tu as une équipe dédiée aussi autour de toi? Non, pas du tout. Moi, j'aime bien faire un petit peu au feeling aussi et j'ai un très bon équilibre, je pense, où en préparation, comme là pendant l'été, on est 15 jours par mois en stage. Donc ça peut être 15 jours à la suite ou une semaine, on rentre une semaine à la maison, on repart, ça dépend. Et en fait, quand je suis chez moi, j'aime bien être chez moi tranquillement, faire mes horaires. C'est vrai que c'est pas toujours le plus facile. Mais j'ai besoin de cet équilibre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont question de balance dans la vie. Et là, j'ai besoin d'avoir cette balance entre ma vie de groupe avec l'équipe et mon retour au calme chez moi, où c'est mon projet, où je sais que je dois me prendre en main pour performer et pour dire on a bossé ça avec les coachs. Quand je reviens de 10 jours à la maison, je veux que les coachs voient les progrès et me disent ok, ça a bien marché, on valide. Ça, c'est un petit peu moins bien, on retourne bosser. Comment est-ce que tu t'auto-diagnostiquerais en termes d'un point de vue à la fois physique et d'un point de vue mental? Je sais que tu as quelqu'un aussi qui t'accompagne sur la partie mentale, c'est ça? Ouais, j'ai bossé avec Marie-Laure Brunet pendant 3 ans. Là, on a fait une petite pause parce que j'ai ressenti le besoin de dire là, j'ai envie de voler de mes propres ailes et voir si j'arrive à utiliser encore tout ce que tu m'as apporté, si j'arrive à le mettre moi à profit toute seule. Et c'est... Comment je m'auto-diagnostiquerais? C'est une très bonne question. Les chantiers que tu vois là, par exemple, pour illustrer, c'est les choses sur lesquelles toi tu as envie de bosser là, cet été et puis pour construire la prochaine saison? Ouais, alors il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai, vraiment. Non, en fait, c'est plein de petites choses mis bout à bout. Je vais partir dans du technique, je sais pas, mais voilà, c'est essayer de trouver une exigence derrière la carabine sur chaque balle, vraiment pas laisser partir parce que c'est très facile de laisser partir son esprit, de pas être focus pendant 1 seconde, et en fait 1 seconde en tir c'est super long, donc voilà, essayer de vraiment mettre une qualité et une exigence mentale énorme derrière cette carabine. Et derrière, je pense que je suis assez méticuleuse quand même. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Je suis perfectionniste, donc je pense que au niveau de mon entraînement physique, je réfléchis tout le temps. J'ai du mal à partir skier 2 heures sans penser à ma technique ou à quoi que ce soit. Donc je suis tout le temps le cerveau en marche, et peut-être que des fois justement réussir à le mettre sur pause. Ça peut être aussi, ça paraît facile, mais ça l'est pas tant que ça. Et est-ce que plus on avance dans l'effort, plus il est long, plus c'est compliqué aussi d'arriver à faire ça? Oui et non, en fait. Ce qui est long, c'est de... Moi, j'aime bien quand même les sorties longues où je peux partir en montagne. Ce qui est compliqué, c'est à un moment donné, c'est de se dire, ok, là, je suis plus très efficace, je rentre. Parce qu'en fait, quand je me suis dit, là, aujourd'hui, je veux faire que 3h30, 3h30, des fois, en fait, au bout de 3 heures, ça suffirait. J'aurais pas besoin de la demi-heure de plus. Mais j'y vais quand même parce que je me suis dit, ouais, mais je voulais faire 3h30, donc je continue. Donc voilà, il faut trouver un petit peu ce juste milieu. On a parlé des zones d'amélioration, mais ce serait pas un portrait complètement fidèle de la situation si tu ne disais pas aussi les sphères dans lesquelles tu penses que tu te débrouilles particulièrement bien? Ouais, c'est pas facile, c'est la question pas facile.
Je pense que sur le plan physique, j'ai des bonnes capacités de terminer mes courses. On dit ça dans le jargon du biathlon, c'est que j'ai un gros dernier tour. J'ai une capacité de, je sais pas, on peut peut-être pas vraiment appeler ça sprint parce que voilà, c'est quand même assez long, mais j'arrive à me faire mal, j'arrive à aller très loin dans la douleur. Ça, je pense que c'est une de mes forces. Et après, je sais pas si je peux le considérer comme une force, mais j'aime le jeu en fait. J'aime le jeu, donc j'aime l'engagement. Et quand je suis derrière ma carabine sur le pas de tir, j'y vais à 100%. Ça peut être une force comme une faiblesse parfois, mais j'essaie de le voir comme une force. Le tir couché, là, ça a été une des belles réussites là, récemment. C'est ça, il y a le sentiment de progresser beaucoup sur le tir couché. Ouais, j'ai énormément progressé. Ça a été un très très gros axe de travail qu'on a eu pendant très longtemps. Et ça fait 2 ans qu'il s'est vraiment mis en place. Ça a été un travail de bien 4 années où il a fallu tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de stable. Quand ça marche, c'est top. On a toujours l'impression, enfin moi j'avais l'impression d'être dans l'urgence, qu'il fallait que ça aille vite. Et Polo, mon coach de tir, me disait mais prends le temps, sois patiente. Et il avait raison. Mais ça, c'est dur à accepter quand on est athlète, de prendre le temps. On va faire un petit jeu de questions-réponses en rafale sur certaines compétitions qui ont pu jalonner ton parcours. Celle qui a eu le déroulement le plus inattendu ou le plus surprenant. T'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça? Mais il y en a tellement des courses que c'est super dur. Ma première victoire, je pense, à Kontiolahti, je partais très très loin. Je partais à 1 minute 11, j'étais en poursuite. Et il y avait Thierry Lecoff qui était toute seule devant, elle avait la marge qu'elle voulait. Et en fait, je suis arrivée sur le pas de tir debout pour le dernier tir. Et je l'ai vu qui était bloqué, qui tirait pas. Et je me suis dit, là c'est ma chance. Je vais arriver, je vais lui mettre la pression. Et du coup, j'ai mis la pression, j'ai fait le plein. Et elle a fait 2 ou 3 tours de pénalité. Et j'aurais jamais pensé qu'une grande athlète comme ça puisse avoir un moment de faiblesse sur cette course-là. Celle sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance? Jeux Olympiques. L'individuel des Jeux Olympiques. Pékin. J'arrivais en tête et je suis passée complètement à travers mon dernier tir et je m'en souviens même pas en fait. Et je suis passée de en tête à top, je crois que je finis 16e. Je loupe 3 balles, donc voilà, je me plante toute seule, comme une grande. Celle sur laquelle tu te sens le mieux dans l'environnement, qui était le plus favorable, que tu te réjouis le plus d'aller vivre? Les Mastart et les relais. J'aime beaucoup les Mastart parce que c'est vraiment une course de guerrière et en confrontation où il y a de la stratégie. Et j'aime aussi les relais parce que c'est toujours des choses complètement folles. Et si tu prends le dernier relais, tu peux voir un début de course de folie. Après, tu peux voir tes collègues tourner. Tu passes par toutes les émotions en fait. Donc j'aime bien ce côté-là aussi. C'est un très gros challenge pour ma gestion d'émotions, les relais. Et il y a des endroits en particulier sur lesquels tu aimes aller? Forcément, grande amoureuse du ski de fond, j'adore la Norvège. Oslo, c'est un endroit de dingue pour pratiquer le ski de fond. Donc j'aime beaucoup la Norvège. Et en biathlon, après, il y a aussi le Grand Bornand. Quand on est français, c'est quelque chose à vivre, c'est un truc de dingue. Question impossible, s'il n'en restait qu'une? Le Grand Bornand. Ouais. Moi, en tant que Français, s'il n'en restait qu'une, une Mastart au Grand Bornand, clairement, je signe. Je signe, c'est vraiment, vraiment un endroit que les Français nous rendent bien. Et il y a ce petit côté un peu village aussi, on est au milieu du village, c'est cosy, c'est top. Quel regard tu portes là sur ta saison 2023-2024? Une grande fierté, ça fait un petit peu boulard de dire ça, c'est vrai. Mais... Non, on a le droit d'être fier. Ouais, c'était pas facile et je l'avais annoncé aux journalistes avant le début de saison que je miserais les championnats du monde. Et en fait, je m'étais dit ça en me disant, au moins ils me laisseront tranquille au début de saison. Puis quand je suis arrivée en février au championnat du monde, je dis, là je l'ai annoncé quand même, donc il faut performer, c'est plus la même. T'es face au mur là, donc j'ai d'avoir réussi à performer le jour J et de l'avoir annoncé avant, c'était quelque chose de très plaisant. T'aurais pu soupçonner là ces 4 médailles d'or et ce bronze? Non, très honnêtement non. Parce que franchement, j'ai gagné un sprint dans ma vie. Il n'y avait même pas de poursuite le lendemain, c'était juste un sprint en one shot. J'en ai gagné qu'un. Et là, je pense que personne m'avait annoncé sur le sprint. Donc non, je pense que j'étais la seule à croire en mes chances. Allez, peut-être les coachs quand même, j'espère. Mais non, d'avoir sorti la course comme ça, le jour J sur un sprint, ça a vraiment super... j'étais dans l'euphorie, quoi. Tu as une explication sur ça, sur cette saison? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées ou que tu as préparées différemment? Non, je pense pas avoir vraiment
je m'étais conditionnée à être prête en février. En fait, il y a des moments où j'ai paniqué un petit peu en début de saison. Je vais pas le cacher. Je pense que ça s'est vu pour les connaisseurs, pour ceux qui ont suivi. C'est qu'il y a des moments où j'étais pas là, c'était pas bien physiquement, j'étais pas au top, je trouvais pas mon tir, j'étais pas super et j'ai dû beaucoup discuter avec les coachs. Je pense que j'ai été vraiment très très pénible. Mais j'ai dû pas mal échanger avec les coachs. Et Cyril, mon coach physique, a dû pas mal me rassurer en disant écoute, on a coché les mondiaux, sois sereine sur les mondiaux, le début de saison est pas mauvais et il est pas au top comme tu aurais aimé, mais il est pas mauvais. Et c'est vrai qu'après je me disais ouais, il est pas mauvais, il y a 2 ans j'aurais aimé faire un début de saison comme ça, donc relativise. Et du coup je suis arrivée sereine en fait au championnat du monde en me disant ouais, j'ai fait, s'il y avait à refaire ma saison de prépa, j'aurais fait pareil. Donc sois confiante et voilà, kiffe le moment quoi. Ils ont changé quoi ces moments-là, ces médailles? Elles ont changé des choses? Ouais, j'ai créé des super beaux liens avec des copines étrangères, avec les Norvégiennes. Et en fait, ils ont changé le fait que j'ai eu des moments de dingue dans ma vie. Maintenant, j'ai des souvenirs à vie de ces filles qui viennent me voir en pleurant et des petits câlins d'arrivée. Ces moments-là, en fait, c'est juste ça. Ça change que j'ai des moments de bonheur en plus dans ma vie. Et non, c'était des grands moments de partage et c'était assez fou. Tu étais en stage donc tout récemment à Tignes, je l'ai dit. Est-ce que tu peux nous donner à comprendre la saisonnalité un peu du planning d'un biathlète sur toute une année, sur 12 mois? Quand est-ce que ça démarre? Est-ce qu'il y a de la place pour des coupures? Enfin voilà, c'est quoi les grands cycles? Alors c'est pas très compliqué, on s'entraîne tout le temps. Franchement, jamais de répit. Il n'y a pas beaucoup de répit. Non, alors on va prendre par le début, on attaque la saison début mai. Et donc là on part sur une reprise sur du vélo, de la course à pied, en fait on se fait plaisir, ce qui nous fait plaisir, sur de l'aérobie facile pendant quelques mois. Après on remet facilement quelques petites intensités. Donc là fin juin c'est déjà le cas, je vais remettre une petite intensité. Fin juin, juillet, août, on remet le dossard au Blink Festival en Norvège, généralement début août, pour rappeler au corps qu'on se souvienne ce que c'est que la pression et que voilà, est-ce qu'on aime toujours ça. Et on attaque les vraies intensités en septembre, où là on va vraiment se taper dedans et dire bah là maintenant il faut être prêt pour fin novembre, le début de la Coupe du Monde. Et après on commence la Coupe du Monde de fin novembre jusqu'à mi-mars, fin mars, avec les championnats de France fin mars, début avril. Et là, on a enfin 3 semaines de pause. Et ça arrive vite, et ça arrive ensuite. Très très vite, parce que dans ces 3 semaines de pause, il faut se reposer, il faut répondre aux obligations des partenaires. Donc voilà, c'est un planning à flux tendu tout le temps, mais c'est une belle vie, on vit des bons moments, on voyage, on partage des belles choses et c'est super. En termes d'entraînement, est-ce qu'il y a une grande amplitude sur tes volumes hebdomadaires ou est-ce que ça reste relativement stable? J'ai lu que c'était à peu près 17-18 heures, n'hésite pas à me corriger si c'est pas tout à fait juste, même, c'est un peu plus. Ouais, ça dépend, non, oui, ça dépend. Moi, je travaille en charge-décharge, donc c'est-à-dire que j'essaie de faire 3 semaines au volume, aux alentours de, entre 17-20 heures, et après j'ai une semaine où je suis un peu plus cool, aux alentours des 13-14 heures, et on bosse pas mal au mois, donc sur les gros mois, juillet-août, qui sont les plus gros mois, on peut aller taper pour un biathlète, sans compter les heures de tir, on compte vraiment que le physique. On va aux alentours des entre 80 et 90 heures. Donc ça fait des beaux mois, ouais. À côté de ça, vous rajoutez les heures passées derrière la carabine, vous rajoutez après tout ce qui est se prendre la tête sur l'alimentation, sur la récup, sur l'hydratation, voilà. Donc ça occupe pas mal les semaines. Ça occupe. Et pour arriver tranquillement vers notre sujet, la course à pied, tu croises dans quelle proportion, si tu devais avoir une espèce de répartition, de pourcentage selon les types de sports, dans quelle proportion tu croises? Forcément, le ski, donc quand je dis ski, j'englobe ski à roulette pour l'entraînement de l'été. Mais la course à pied a une grosse place dans mon entraînement. Moi, déjà, j'adore parce que je vis dans le Beaufortin. C'est quand même pas compliqué de chausser les baskets et d'aller courir. Donc, technique j'adore. Comme terrain. Technique, mais sublime. Et puis c'est super pour jouer en fait les descentes, apprendre. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé vraiment le sport en fait, en jouant, parce que mon père, on était au sommet d'une colline, il disait ok, le premier en bas et c'est le premier en bas de la colline. Donc non, ça a une très grande, je pourrais pas dire, mais ça a une très très grande place dans mon entraînement. Vous auriez dû me prévenir, j'aurais regardé mon carnet d'entraînement avant de venir. Mais non, c'est génial. J'aime partir en montagne toute seule, laisser mon esprit s'échapper et ouais, c'est des bons moments. C'est quoi tes envies, tes aspirations pour la suite? Il y a la saison qui va arriver, il y a les JO. Ouais.
projettes dans quoi? Je suis pas encore énormément projetée en fait. J'ai envie de profiter là de cette préparation aussi où moi cette année je casse un petit peu mes habitudes, où justement je monte à Tignes alors que j'étais jamais montée jusqu'à maintenant. C'est difficile de parler vraiment de comment je me projette, parce que j'aimerais vraiment en fait faire des courses pleines, faire des courses où je passe la ligne, où je suis contente, où je me dis là j'ai donné mon 100%. Donc forcément j'ai envie de regagner des courses. C'est des émotions c'est tellement éphémère qu'on a envie de les vivre. C'est une drogue, hein, le sport, on fait ça pour vivre ces moments. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression à dire je vais aller chercher un globe, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que ça quand on commence déjà au mois de juin à se donner ces objectifs là, c'est pas facile. Et j'ai plus envie d'avoir une vision à long terme, préparer les Jeux Olympiques du mieux possible pour avoir aucun regret le jour J. Et vivre de beaux moments collectifs aussi, une Ouais, des aussi. vertus de ton sport. Franchement, les stages et tout, on est souvent en stage, donc quand on s'amuse, c'est plus sympa, et de partager ça. On a toutes les mêmes objectifs, donc en fait, ça nous tire toutes vers le haut. Je voudrais qu'on parle, avant de partir sur notre sujet course à pied, de 2 engagements qui sont chers, la protection de la biodiversité, puis aussi cette volonté de transmettre aussi aux enfants autant que possible toutes les vertus du sport. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet engagement et puis toi du sens que tu y trouves? En étant enfant d'agriculteur, j'ai grandi dehors, j'ai eu la chance de vivre en alpage, je monte toujours voir mes parents, mais de grandir en alpage face à la station des saisies, de voir du coup, en fait, d'être tout le temps dehors, de voir l'évolution aussi. Il y a une évolution, ça fait mal au cœur de voir tout ça. Et c'est vrai que du coup, je me suis engagée là-dedans parce que ça me parle aussi, parce que je travaille le bois, parce que j'aime les forêts, le fait qu'il y ait autant d'êtres vivants, je trouve ça passionnant. Donc j'aimerais, à mon humble petite échelle, pouvoir faire bouger un petit peu les choses. Donc je m'engage là-dedans. T'es ambassadrice, c'est ça? Je suis ambassadrice de l'ONF. Ouais. Donc je suis ambassadrice de l'ONF. J'ai pas un énorme rôle dans tout ça, mais c'est juste que je relaye certaines informations, et ça me permet aussi de pouvoir échanger sur le sujet avec les jeunes dans les écoles. Voilà, c'est vrai que j'ai un planning très chargé, mais de pouvoir aller certains moments ramasser des déchets avec les enfants, leur expliquer, leur montrer, c'est sympa. Et c'est quelque chose qu'on fait avec la station des saisies aussi en fin de saison, à la fin de l'hiver. On va ramasser les déchets avec le club des saisies et les personnes qui s'inscrivent. Donc c'est des petits gestes qui me sont chers. Et moi, j'aime bien transmettre avec les plus jeunes aussi. Comment ils te regardent justement, ces plus jeunes, quand tu vas dans des collèges ou voir des plus jeunes? Ils ont quel regard sur toi? C'est trop drôle. Franchement, je me revois à l'époque. Ça dépend. On voit vraiment la différence entre ceux qui suivent le biathlon l'hiver, et en fait, tu arrives et ils ont la bouche grande ouverte et... Est-ce que c'est la vraie Julie Simon? Est-ce que je peux vous toucher? Les petits, oui, c'est ça. Pour les petits, après, les ados... les ados, c'est des ados, quoi. Ça dépend lesquels. Mais non, mais en fait, je pense que j'ai le même discours que peuvent avoir leurs entraîneurs ou les personnes qui les entourent, mais le fait que ça vienne de quelqu'un qu'ils peuvent voir à la télé, ça a plus d'impact, je pense. Donc j'adore. En fait, il y a les jeunes un peu plus timides qui osent pas, et il y a ceux qui posent beaucoup de questions, et c'est vraiment un super moment de partage. J'aime beaucoup échanger, leur montrer aussi que moi j'étais à leur place, à leur âge, que il faut avoir des rêves, il faut croire en ses rêves, qu'on va croiser des gens des fois qui vont dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, mais que faut se donner moyen d'y arriver, faut essayer quand même, il faut pas baisser les bras. Donc j'aime beaucoup, il m'apporte aussi beaucoup, j'apprends aussi. C'est à double sens. Pour en venir donc en arrivant en tout cas à la course à pied, tu nous as dit que c'était une discipline que tu aimais beaucoup. Est-ce que ça veut dire que même si tu n'étais pas dans un cadre de pratique de biathlon à un niveau, c'est une discipline que tu devrais embrasser et pratiquer? Ouais, bien sûr, j'adore. Après, pour le moment, j'essaie de faire justement des trails assez courts pour que ça rentre dans ma programmation d'entraînement. Comme là, samedi, le 10 km, c'est parfait. Je vais pouvoir en fait me tester après 3 semaines en altitude, me dire comment je réagis, comment mon corps réagit. Donc il faudra peut-être être indulgente avec ma performance. Si je suis dans le creux de la vague, ça sera peut-être difficile. Mais non, c'est aussi pour me sortir de ma zone de confort. C'est sympa de mettre un dossard dans une discipline autre que le ski. Et j'adore la course à pied, donc c'est parpait, c'est super. Il y a un côté moins de pression aussi, le fait que tu sois moins attendu que sur les compétitions. Oui et non, en fait. Okay. Mais oui et non, parce que si on est annoncé, j'ai déjà couru au saisie un trail, et c'était il y a Julia Simon. Je dis oui, mais en fait Julia Simon, elle fait du biathlon, elle fait pas de la course à pied, donc vous attendez pas ce que... Comme tu as gagné la course, ça peut un peu... Oui, voilà. Tu t'es auto-mis. Il n'y avait pas non plus un niveau, il n'y avait pas les équipes de France ou je ne sais quoi, mais là je m'attends à ce que le niveau soit complètement différent. Mais non, vraiment, c'est super. Après, je suis assez fragile des chevilles.
cheville et tout ça. Donc, il faut Tu penses à la blessure là quand tu cours? Est-ce que tu as Non. peur? Non, je pense parce que si tu penses à la blessure, c'est mort. Enfin, je le vois comme ça. C'est mort. Non, je pense plus dans les descentes techniques à m'amuser en fait, à me dire ok là, bon, faut être concentré et jouer avec les rochers, jouer avec les petits cailloux et tout ça. Toujours le jeu. Ouais, bah ouais. En fait, je suis une gamine, je suis une grande gamine encore. Non, je m'éclate Faut dans ce que rester je fais. enfant. C'est ça. Donc oui, tu en as parlé, la course aux saisies, c'est la Bambée des saisies, c'était en 2021, en tout cas ta première participation. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Le dossard, c'était aussi aller chercher un petit supplément d'âme versus ta course, ta pratique, plus d'entraînement. Tu avais aussi envie d'avoir cette émulation C'est ça. et à domicile en plus. À domicile, à la maison. Première édition, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir prendre part à cette petite compète. Et c'est vrai que c'était un super moment. J'avais un objectif de course. Voilà, j'avais mis mon cardio et le but c'était de faire le plateau le plus beau possible avec ma fréquence cardiaque. Donc c'était des choses toutes bêtes, mais j'aime bien ce genre de petits challenges et je me suis éclatée. Donc je l'ai refait après en relais avec une copine aussi pour le côté partage. Et voilà, donc cette année je serai en stage, je pourrais pas y être, mais c'est toujours des bons défis et j'aime ça. Il y a une petite chasse à ton chrono là, si j'ai bien compris, non? Oui, ils ont lancé ça, ouais. J'aurais vraiment aimé du coup le savoir un peu avant. Comme ça, j'aurais pu être encore meilleur. Non, je plaisante. Toi, ils ont du coup, comme c'était sur la première édition que je l'ai fait, ils ont fait une petite chasse à mon chrono, donc je me fais pas de soucis. C'est très accessible quand même. Il y a pas de problème. Est-ce que tu t'intéresses globalement, notamment au trail? Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité, certains athlètes? Est-ce que c'est un univers dont tu te sens proche? Ouais, je suis forcément. J'adore. Je pense que c'est l'un des sports que j'aurais aimé faire. Ouais, forcément en pleine nature, dehors. D'un côté, je me dis ouais, ils sont vraiment fous aussi. L'ultra, faut vraiment être fou. Mais je trouve ça passionnant et ouais, ça me fait rêver quand même. Ça me fait rêver. C'est tout le temps quand je vais encourager le Tour du Beaufortin, quand je vais voir, je me dis ouais, vivement la retraite, que je puisse moi aussi, la retraite sportive, que je puisse moi aussi essayer ce genre de compète et avoir ce genre de feeling aussi. J'aimerais bien en fait essayer de me challenger là-dedans. Ouais. Donc allonger des distances et t'y consacrer un peu plus. Ouais, allonger les distances. Après, pour le moment, c'est vrai que je reste sur du 15 bornes, entre 10 et 17, ça correspond bien à ce que je peux faire dans le ski et du coup avoir un bon effet sur ma pratique. Mais c'est vrai qu'allonger les distances, en fait, surtout pour voir en fait mentalement à un moment donné à quel moment je craque et comment je me relève, quoi. Est-ce que j'abandonne et je balance tout, ou est-ce que j'arrive à reprendre un peu le dessus et à terminer. C'est vraiment mentalement, je trouve que c'est vraiment très très dur et tout mon respect aux trailers. Si je te parle de course sur route, est-ce qu'il y a des boutons qui commencent à apparaître partout sur toi ou pas? Ça ne peut être envisageable que en nature? Non, du tout. Je pense que c'est aussi ça quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'y serais pas allée comme ça tout de suite au premier abord, mais c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu à faire de la piste avec l'équipe, là, à travailler en VMA, des choses comme ça, en courant à certaines allures. Et c'est vrai que je me dis, en fait, quand on est bien équipé, c'est sûr que moi au début je courais avec mes chaussures de trail sur la route, au bout d'un moment, c'est moins fun, mais c'est vrai que quand on est bien équipé, je pense que j'aime beaucoup les bonnes sensations et tout ça, et je pense que ça peut être sympa, mais c'est comme tout, ça se travaille et si je me lance dans un marathon, je serai préparé parce que sinon c'est pas la peine. On en arrive au questionnaire de Proust, un passage hautement philosophique pour continuer à te connaître. J'ai 4 questions à te poser, Julien. Le moment qui a changé ta vie pour toujours? Alors, je n'ai pas énorme souvenir de tout ça. Je pense que j'ai l'impression d'avoir des souvenirs parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais apparemment, je regardais les Jeux Olympiques quand j'étais petite et j'avais dû voir quelque chose qui m'avait vraiment choquée ou plu. Et j'avais dit à mes parents, moi aussi je serais championne olympique quand je serais grande, et je faisais que de la course à pied autour de la maison du coup. Donc voilà, je sais pas quelle année c'était ou quoi, il faudrait que je demande à mes parents, mais je crois que c'est vraiment le moment qui a changé. C'était l'année dernière, je crois. Peut-être. Encore, le même rêve toujours. Ouais, mais je pense que c'est le moment où je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Et j'étais déjà jeune, donc j'étais déjà déterminée. Ouais. Une journée parfaite pour toi. Il y a quoi comme ingrédient? Je vais dehors, je vais. Comment tu commences le matin? Tu vas dehors tout de suite le matin? Tu commences par ça? Non, je me lève, j'ouvre mes volets, je profite, il fait beau, tranquille. C'est assez tôt le matin, parce que j'aime bien me lever tôt, j'aime bien le calme. Je vais me faire mes petits œufs et mon petit jambon, et soit si c'est une journée d'hiver, je vais aller skier, si c'est une belle journée d'été, j'aime bien l'automne, donc je préfère même une journée d'automne. Il y a moins de monde en montagne, les couleurs sont ouf, et j'irai courir vers le barrage de Roseland, voilà, les crêtes de la Roche-par-Cire ou des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit super. Je verrai mes potes en fin de journée pour boire un coup avec les amis, et ouais, je profite de la vie. Comment est-ce que tu préfères passer tes moments de solitude? Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là qui te fait du bien? Je vais en montagne, je vais réfléchir, je laisse partir mon esprit et je vais en montagne. Donc soit en ski de rando pour l'hiver, soit en trail l'été.
Dernière question, pas la plus simple. La plus grande preuve d'amour que tu aies jamais donnée ou reçue? Ça, c'est vraiment pas Dur. facile parce qu'en plus, moi, je suis Je très. sais pas si je l'ai posé déjà, peut-être une fois, pas évident. Moi, je suis très, très, très pudique. Et je pense, mais ça va paraître vraiment très, très bête pour les personnes qui vont nous écouter. Mais c'était l'accolade familiale quand j'ai gagné le Gros Globe. Parce que je suis vraiment très, très pudique et encore plus avec ma famille. Et j'ai eu la chance d'avoir mes parents et mes sœurs à ce moment-là. Et on s'est fait une grande accolade à 5. Et je pense que ça paraît ridicule, mais ouais, c'est pour eux, je pense qu'ils me connaissent, ça compte. J'espère que ça compte en tout cas. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Ouais. Exactement, j'ai versé mes petites larmes et tout, et là vraiment, ça veut dire beaucoup, beaucoup pour moi. Il y a un groupe qui vient de s'installer autour de nous. J'espère qu'on continuera à bien t'entendre. Je pense que oui. Je présente habituellement la course. C'est une tradition aussi dans le podcast. Ça va aller assez rapidement sur ce 10 km du Mont Blanc qui se déroule donc à Chamonix dans le cadre du marathon du Mont Blanc. C'est une occasion idéale de s'initier au trail dans ce cadre extraordinaire. Il y a assez peu de dénivelé, 325 mètres. Cette course, elle peut malgré tout surprendre par ses montées courtes mais intenses, tu vois, la prévenue, et puis ses descentes sur des singles assez techniques. Vous serez 2000 à en prendre le départ ce samedi à 10h30 avec 6 vagues. Une course qui a bouclé dans un délai maximum de 2h30. Je te souhaite d'arriver avant, si c'est possible. Merci. C'est sympa pour les infos. Je connais pas du tout le parcours, donc je vais aller à la découverte et on verra ce que ça donne. Il y a une rubrique, Julia, qui est un peu différente dans le podcast, qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc là, je taquine un petit peu, mais c'est gentil, Okay. tu vois, je pense dans quel état d'esprit je suis. Donc là, tu vas courir le 10 km, donc c'est autour de la notion de 10 km. Ouais. C'est un format de vrai-faux. Donc voilà, tu as une chance sur deux. Honnêtement, je fais pense que c'est plouf-plouf, ça, ouais. ouais, à mon avis, on est sur ce genre de probabilité parce qu'il n'y a pas tellement de rationnel dans tout ça. La largeur du noyau principal de certains anneaux de Saturne mesure 10 km. Il faut déjà faux. savoir ce que... C'est Ouais. vrai. Ah ouais? Ouais. Pas plus? Alors, il y a l'anneau qui est immense et puis dedans, il y a des noyaux de certains anneaux. C'est compliqué. Ok. Pas hyper évident, mais il n'y a pas 1000 trucs qui font 10 km. La piste d'atterrissage de l'aéroport de Kamdo Bamda au Tibet, 10 km. 10 km. C'est beaucoup. Bah Ça ouais, paraît mais énorme. bon, c'est jamais quoi. Ouais. Non, c'est faux, je dis. C'est faux, 5 km et demi, bravo. Ouais. T'es pas tombé dans le piège, t'es pas orienté. Le tunnel du Mont Blanc, on est à proximité. Oh, je sais même pas. Je l'ai pas assez pris, je crois. C'est pas loin. C'est C'est pas- soit un petit peu plus, soit un petit peu c'est pas moins. 7, non? 11,6. Ah, ok. T'aurais dit Pas ça? du tout. Ouais, bien on sûr. compte la bonne réponse, Ouais, je te bien surprends. sûr. Bravo Julia, franchement, tu m'as bluffé. Ridicule. C'est hyper dur. Certaines sections de la Grande Barrière de Corail en Australie font 10 km. Ah ouais, j'ai envie de dire vrai, parce que je fais que dire faux depuis tout à l'heure. Eh ben 3 sur 4, bravo, franchement, c'est pas 10 sur 10, mais c'est quand même pas mal. T'en es très bien sorti. On va, avant de se quitter, sur cette étape d'avant-course, parler de ton marathon du Mont Blanc. Toi, t'as un lien particulier avec Chamonix, c'est un endroit dans lequel tu aimes bien être? Je suis pas venue beaucoup, je dois avouer. Je suis venue passer des super bons moments avec une copine norvégienne il y a 3 ans maintenant de ça. Ok. Donc voilà, j'en garde juste des super Version souvenirs. hiver ou été? Version été. Version été, on avait fait des belles randos, donc voilà, pas plus de souvenirs que ça. J'espère m'en créer samedi, mais des bons. Hein. J'espère repartir avec le sourire quand même. C'est toi qui as manifesté l'envie là, de t'inscrire à la course? C'est un échange avec mon équipementier Jules Beau, donc on avait discuté. Il m'avait proposé l'étape du Tour. Je suis pas très vélo, j'aime beaucoup regarder le vélo, mais en faire moi tranquille à mon petit niveau. Donc non, je lui dis si t'as mieux à me proposer, je serais un peu plus chaud du trail. Donc c'est eux qui m'ont proposé ça. Ça va être un bon moment de partage, ça va être sympa. Physiquement, tu te sens comment? Bien. Ça va bien, Ouais. très bien, en pleine préparation, donc de la fatigue mais normale, contrôlée, donc tout roule. C'est quoi l'objectif là pour toi? Franchement, j'aimerais bien passer en dessous des 1 heure quoi. Ok. En vrai, j'en sais rien. Ça va vraiment dépendre de ma forme. J'aimerais bien me challenger comme ça. C'est un bon challenge parce que c'est pas un profil qui me correspond vraiment. J'ai du mal à allonger. Donc essayer de me faire plaisir et me faire mal, surtout passer la ligne avec une énergie proche de 0, ça sera bon signe. Est-ce que tu as une appréhension particulière, un questionnement? Non, en fait, Non. je connais pas le parcours, donc je me suis pas posé de questions. Les yeux fermés. Je vais y aller au Au feeling. feeling, ouais. Et me faire mal et voilà, on verra ce que ça donne. Vraiment donner le meilleur possible, quoi. Il n'y en aura pas sur ce parcours-là, sur ce format-là, mais parce que ça va être seulement l'arrivée. Ce serait quoi ton kiff de ravito absolu là? Qu'est-ce que tu aimerais trouver sur un parcours comme ça, sur les tables? Je sais pas, en ce moment, c'est vraiment la bonne savoyarde que je suis. Du sauce et des chips. Il n'y a rien de tel sur une Il n'y a course. rien de tel, c'est bien meilleur. Les bars, les gels, tout ça, on Non, non, oublie. non, non, allez non, hop, non, ouais. les vrais plaisirs. Ouais, à la limite, des petits bonbons, ça fait plaisir aussi, là. Mais non, les saucissons chips, là, ça passe pas mal. C'est peut-être parce que c'est l'heure de l'apéro aussi, là. Aussi, C'est ouais, peut-être pour ça. ça commence à titiller là. Il va être fait de quoi le reste de ta journée, puis de ta journée de demain aussi, là on est déjà un peu tard. Comment tu vas t'occuper jusqu'à la course? Bah là, tranquille, je vais aller avec une pote au resto, je pense, profiter de la vie. Pas mal. Demain, journée entraînement, donc séance de course à pied tir, et puis l'après-midi, muscu en salle, et ensuite je vais récupérer mon dossard pour être prête pour samedi, et voilà, avoir la forme. Le tir, tu fais ça où?
Je vais aller tirer à Chamonix. Il y a un petit pas de tir. J'ai encore jamais été, donc je vais voir ce que ça donne. L'occasion de tester. Voilà, exactement. Je m'ouvre un petit peu au pas de tir extérieur. Merci beaucoup Julia, si tu es partante, je te propose qu'on fasse un petit débrief à l'issue de ta course, on se prend quelques minutes et puis tu me racontes comment ça s'est passé, 1 heure, pas 1 heure, on verra, on s'en fout. Mais en tout cas, je pense que je me suis un peu surestimée là, mais on checkera ça sur le moment, voir si je suis contente ou pas de souci. C'est le plaisir, c'est ça qu'on va vérifier, si tu as pris du plaisir, c'est ça qui compte. Merci pour ton temps, j'étais ravi de cet échange, dans quelques heures pour nous et puis quelques secondes pour les auditeurs du podcast. Exactement, on fait comme ça, merci beaucoup. Salut Julia. Ciao. Salut Julia. Bonjour. Ça a été quelques secondes pour nos auditeurs et puis quasiment 48 heures pour toi. Comment est-ce que je te récupère aujourd'hui ? On est samedi, il est 13h, tu as fini ta course il y a un peu moins de 2 heures je pense. Est-ce que tu es une Julia heureuse ? Ouais, là je suis dans la zone d'après-course où c'est agréable, je suis contente, j'ai un peu l'adrénaline qui est en train de redescendre. Ce que j'allais dire, endorphine au taquet, je suis bien, pris ma petite douche d'après-course, manger, nickel. Il y avait 2 objectifs sur ce 10 km, c'était prendre du plaisir et faire moins d'1 heure. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui a été sûrement réalisé et l'autre qui a carrément été pulvérisé, on peut le dire ? Ouais, non, c'était bien. Les deux sont nickel, les deux ont été réalisés. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'était super. Sauf les 10 dernières minutes, je dois l'avouer que vraiment les 10 dernières minutes, peut-être. Il y a eu de la souffrance. Ouais, c'était long. J'avais l'impression que j'avançais, qu'on poussait la ligne d'arrivée. Mais non, c'était vraiment super, je me suis éclatée, je suis sortie de ma zone de confort. Et le temps a été très bien, je suis contente. Podium, donc 3e place, c'est le moment de le dire. Tu vas avoir un podium tout à l'heure en fin de journée, c'est sympa ? Ouais, c'est vrai, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. C'est sympa. C'est top, 47 minutes 34, je crois, ou 36, un truc comme ça. Je suis contente. C'est bien, c'est ce que je voulais me faire plaisir. J'ai réussi à me faire plaisir et puis j'ai réussi à faire un bon temps. Donc c'était une belle bataille avec les filles, un coup devant, un coup derrière, un coup toi, un coup moi, mais c'était super. Je rembobine un tout petit peu. Comment est-ce que tu as passé la nuit d'avant-course ? Est-ce qu'il y avait un quelconque stress ou tu as eu une nuit normale, apaisée hier soir ? Non, vraiment, vraiment normal, apaisé. Même ce matin, en fait, pour tout vous dire, je suis même partie pas du tout échauffée. Okay. C'est pas très professionnel, mais Le départ était tard, 10h30. 10h30, ouais, 10h30. Ça, donc j'étais avec une copine, on discutait. Au bout d'un moment, je dis mince, mais il est 9h40, là, faut que je me dépêche un petit peu quand même. Je pars bientôt. Donc non, vraiment tranquille. Je suis vraiment venue ici pour me faire plaisir, pour m'amuser, et c'est chose faite. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Là, vivre aussi, c'est toute une atmosphère quand même. J'étais jamais venue, c'est toute une atmosphère et c'est super. Le village est top. Tout le village vit au rythme des courses. C'est ça vit au rythme des courses. Moi, je vais sur Jules Beau, mon partenaire qui m'a invité, et on passe des très bons moments. Donc non, c'est aucun stress. Vraiment, c'est que du plaisir, quoi. En plus, les conditions étaient très favorables. Très favorable. Pas très chaud, un peu frais. Un peu frais, du vent. Du coup, vent de face quand même pour le départ. Ça a été assez long, mais franchement, super conditions. Je pouvais pas rêver mieux. Moi qui ai du mal à supporter la chaleur, là, j'étais parfait. Scénario idéal. Comment tu te sentais sur la ligne de départ, impatiente d'y aller ? Ouais, impatiente. J'ai retrouvé la sensation que j'avais quand j'étais plus jeune en ski de fond, quand on faisait les courses populaires où en fait il y a tellement de monde au départ que ça joue des coudes, il faut faire sa place. Et j'ai retrouvé cette sensation-là, c'était sympa, j'étais sereine, j'étais là pour m'amuser. Voilà, c'était une bonne sensation. C'est vrai que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Donc vraiment cette petite excitation, cette petite boule au ventre. C'est quoi ton rituel d'avant-course en biathlon ? Les minutes qui précèdent le départ, c'est quoi ? Tu visualises, c'est une bulle, c'était dans quoi ? Ça commence assez rapidement quand je pars de la chambre d'hôtel. J'ai mes horaires en tête parce qu'on a quand même les essais de carabine, donc en fait c'est surtout ça les essais de tir qui vont nous régler aussi. Et moi après dans l'aire de départ, ça dépend un petit peu des compètes. Il y a des compètes où j'ai vraiment besoin de me mettre en mode guerrière. Je veux faire peur. Les relais, les mastart, c'est ce genre de course où je suis en mode vraiment guerrière. Où j'ai l'impression que je peux rouler sur tout le monde, dans le respect quand même, mais où, voilà. Ça dépend vraiment des compètes. J'ai mon petit rituel où je me mets dedans tranquillement, tout doucement, mentalement. Je change de gants, je passe de mes gants d'entraînement à mes gants de course. Voilà, c'est des petites routines. Je n'ai pas vraiment fait de routine. Je m'adapte un peu à tout le temps. Et t'es que sur toi, là, tu regardes rien d'autre que... Moi, je regarde tout, en fait. Non, je suis pas... J'aime bien prendre l'énergie du public. J'aime bien me nourrir des gens qui m'entourent. J'aime bien jauger un petit peu, regarder les adversaires. Il y en a 2-3. Est-ce que le langage corporel, et ça parle quand même. Donc, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien ? J'aime bien avoir tout ça. Et après, je prends l'information, je la traite ou non. Mais j'aime bien sentir l'attention autour de moi. Ça y est, la course est partie. Julia, est-ce que tu peux nous la faire vivre, donc les grands chapitres de ce 10 km ? Donc le départ, tu as décidé, tu m'en as parlé juste avant, de te caler derrière un coureur, il y avait un vent de face important. Est-ce que tu peux nous faire vivre ton début de course et la suite ?
Et comme je suis partie pas très échauffée, je voulais quand même faire ma place, mais pas non plus partir trop fort et me mettre dans le rouge. Donc je suis partie à une bonne allure, je me suis calée. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y avait les gars, donc j'ai pu me caler derrière un gars. Je me suis dit, bon, bah lui, il a l'air pas mal, il a une bonne foulée, je vais me mettre derrière. Et on est arrivé à la première bosse. Tu regardes où sont les filles devant à ce moment-là ? Pas trop en fait, enfin, j'ai pas l'objectif de performance vraiment, donc j'étais vraiment à la sensation. Sur le début, il y avait Lilian de Jules Beau qui faisait des images, donc il me dit « Ah, t'es parti sur un bon rythme, il n'y a pas beaucoup de filles devant. » Je dis « Ouais, c'est le début, t'inquiète, là, je peux te parler. » Ça veut dire que t'es parti trop vite, en général. C'est une façon polie de te dire vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Non, mais j'étais sur un bon rythme. Je me suis fait confiance. La première bosse qui passe, je dis bon bah le premier boss ça va, les gars sont en train de marcher à côté, moi je cours, ça va, ça se passe bien. Par contre derrière c'est à la relance où je dis bon bah là il faut quand même changer les braquets, il faut rallonger un petit peu la foulée. Voilà, j'étais sur un bon rythme et en fait je pense que la clé ça a été la deuxième montée. Ouais. C'était je suis montée un peu plus costaud. C'est bon train, tranquille. Je me fais reprendre par les filles de derrière. Donc j'ai été 4e. Mais j'avais tout le temps les filles un peu en visu devant. Donc je me suis dit, bon, voilà il faut pas. En fait, j'avais peur de la fin quand même, je dois l'avouer. Je voulais pas remettre trop dans la bosse. Et une fois arrivé au sommet, je me suis dit, bon, voilà, c'est mon point fort. Je vais m'amuser, je vais jouer un peu avec les cailloux et je vais descendre. Et en fait, j'ai descendu très vite. Je pense que j'ai fait une très grosse descente. Je me suis éclatée. C'était génial. Et une fois en bas, on me dit, ah bah du coup, t'es en tête. Alors, ok, je suis en tête. Et je me dis, bon, voilà, il faut que je prenne tout ce que je peux sur les derniers mètres de descente. Tu redoutes le plat là qui t'attend ? Je me suis pas posé la question, je me dis, faut y aller. J'y allais jusqu'au moment où la grande dame à côté est passée et je me suis dit, waouh, j'ai pas le même morphologie qu'elle, j'ai pas les mêmes grandes jambes et j'ai pas la même foulée, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? C'est pas mon sport. Pourquoi je fais ça ? C'est pas mon sport. J'ai l'impression la sensation, c'était d'avoir des jambes de mini-moise et de courir 2 fois plus vite et de pas réussir à longer. Et les derniers, ouais, la dernière ligne droite était vraiment très longue. Je chantais les filles qui revenaient derrière et je me suis dit, voilà, ça va. J'en ai pas trop mis, j'ai très bien joué. C'est juste qu'en fait, je peux plus musculairement. Mes muscles, mes ischios, ils sont rétractés, ils veulent pas se dérouler, ils veulent pas s'allonger, mes jambes veulent pas s'allonger aussi, quoi. Donc j'ai été limitée musculairement par mon corps. Donc tu arrives 3e, on l'a dit, en 47 minutes 34 secondes. Devant Elodie Alexandre l'emporte en 46 minutes 41 et Capucine Arbès-Gindre en 47 minutes, en 34 secondes. C'est quand même relativement rapproché tout ça. Ton sentiment, course pleine, tu t'en changes rien ? Non, je changerai pas. C'était un bon moment. Je suis très contente d'avoir pris du plaisir comme ça. Encore une fois, c'est comme dans le biathlon, il n'y a pas de secret, il faut être bon partout. Donc il faut savoir allonger la foulée sur les plats, il faut savoir monter assez vite et lâcher en descente. Donc j'ai su jouer sur mes points forts et je sais que j'ai encore pas mal de choses à améliorer si je veux me mettre à la course à pied. C'est encourageant, c'est intéressant aussi. Et ouais, je me suis surprise dans la descente par exemple. Je pensais pas être capable de tenir un bon rythme comme ça et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je changerai pas la course. Non, j'ai l'impression qu'il y en aura d'autres quand je t'entends. Ouais, peut-être. Ça va dépendre, très honnêtement, ça dépend de la programmation. C'est des choses à discuter avec les coachs. D'autres cette année, je sais pas, parce que le programme est déjà bien ficelé. On est déjà en préparation Jeux Olympiques 2026. En fait, on s'en voit loin quand même. Ça se prépare en amont, donc peut-être pas cette année, mais là, pourquoi pas réitérer l'année prochaine. À moyen terme, en tout cas. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des choses à faire là sur une course comme celle-là pour toi en termes de récup ou c'est très peu marquant physiologiquement, musculairement? Si, j'ai tendance à cramper, donc à la fin je commençais à sentir que mes muscles commençaient à bien cramper, à être dans le dur, donc j'ai été courir là, en récup. J'ai fait une petite demi-heure de marche au début et je me suis remis en petite foulée. Trottiner tranquille. Non, voilà, après la récup, comme tout le monde, nourriture, hydratation, les choses basiques, le sommeil, qui finalement sont basiques mais sont super importants et font la différence. Donc voilà, là-dessus, je repars en stage lundi. Donc le coach a déjà dit, ok, bien, t'as pris du plaisir au trail, mais sois en forme lundi, maintenant fais une bonne récup. Ok, j'ai compris le message. T'as pu voir quelques arrivées de course ici ou quelques départs? J'ai regardé un petit peu le 90 hier soir, les gars qui arrivaient, vraiment impressionnant parce que la journée d'hier était très chaude. Je pense qu'il fallait vraiment être un guerrier ou une guerrière pour terminer la course hier. C'est vraiment, je tire mon chapeau. Bravo à elle et à eux, effectivement. Ouais. La suite de ta journée, Julia, donc on l'a compris, dormir, manger, boire, il y a d'autres choses, d'autres réjouissances, c'est déjà pas mal ça. Ouais, c'est très bien. Je vais profiter, je vais aller voir mes partenaires sur les stands, je vais échanger. Et petit podium quand même. Petit podium.
ça. Oui, petit podium, ça va être sympa. Il n'y a pas de petit podium d'ailleurs. Grand podium. Grand podium. Non, c'est cool, ça va être un bon moment. J'ai adoré les derniers mètres où il y a du monde autour. J'ai senti les petits frissons, me dire ouais, c'est quand même bien le sport. Hein. C'est sympa quand on est encouragé comme ça, quand il y a des gens pour nous applaudir, c'est top. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu de monde au podium. Les gens te reconnaissaient là sur le fil de parcours? Ouais, les gens reconnaissaient, mais c'est super en fait. Vraiment, il y a plein de monde, mais très pas prise de tête. Vraiment, les gens sont super sympas. On a un mot très très gentil. On fait une petite photo et non, vraiment super. J'allais dire les gens sont abordables, mais ils ont su rester humbles. Voilà, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais non, vraiment super sympa et ils sont super bienveillants, donc c'est un plaisir. Ça a été un plaisir en tout cas d'échanger avec toi, Julia, pour moi aussi. Profite bien de ces derniers moments, savoure cette médaille et puis je te souhaite plein de réussite, plein de succès et beaucoup de bonheur aussi dans toutes les échéances qui arrivent, Jeux Olympiques de 2026 y compris. Je te souhaite de t'accomplir pleinement. Merci beaucoup et bonne chance pour demain. Ouais, merci, voilà. Un bon chantier ça aussi. Promet. Je veux la même météo, j'achète. Ouais. Tu peux influencer ça, tu crois? Je pense pas que je puisse influencer, mais t'es bien parti pour avoir une météo, disons... douce, voire pluvieuse. Voilà. Ça fera l'affaire. Un petit improvisateur, on n'est pas contre. Hein. Merci pour tout, Julia, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.